Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Militer à tout prix, pourquoi nos collectifs nous font mal et comment les soigner, de Sarah Durieux, activiste et organisatrice aux éditions Hors d'Atteinte 2025. Un essai qui met notamment en lumière des réalités que j'observe depuis longtemps, mais qui ne trouvent finalement que peu d'écho. Alors, je dis bien peu, et non pas d'écho. Alors, quelles ambivalences, contradictions et contre-intuitions dans cet environnement? On le sait, la solidarité, le partage, ne sont-elles pas des valeurs finalement que nous prônons souvent dans nos espaces militants? Et donc pourquoi n'y arrivons-nous pas? Faut-il militer à tout prix? Et qu'avons-nous à y gagner, à y perdre? À y gagner, on se doute bien, mais c'est intéressant de s'interroger aussi à cette question. En tout cas, qu'est-ce qu'on a à y perdre finalement derrière? Quel mécanisme d'ailleurs se joue en coulisses, éternise d'ailleurs la vision parfois idéalisée du militantisme. Alors quand je dis idéalisé, c'est idéalisé pour certaines personnes, mais pleinement rejeté pour d'autres. Et que signifie donc militer, militantisme, comment dépasser la vision réductrice du militantisme? De quelle manière le vocable activisme est-il contrôlé, voire instrumentalisé? Alors dans son écrit, Sarah Durieux évoque notamment les travaux de Sophie Banks concernant les ingénieries sociales, en s'interrogeant sur la question suivante, pourquoi les humains créent tant de souffrances involontairement et comment les arrêter? Alors à noter que notre système parasympathique, bien qu'il nous permet de réduire notre activité et de recharger nos batteries, l'idée c'est que grâce à lui, nous digérons nos émotions, notre stress, et nous faisons le point, nous nous connectons aux autres, ou encore nous décompressons pour pouvoir ensuite reprendre nos interactions sociales de la même manière. Donc c'est bien cette idée de repos et d'apaisement. Sarah Durieux pointe un certain nombre d'éléments. Nous ne pouvons pas mener une lutte contre la culture capitaliste, raciste et patriarcale, bien tout en la promouvant dans nos espaces. On valorise toujours des organisations massives implantées partout, qui comptent plusieurs centaines de bénévoles. Quid également du besoin de reconnaissance, souvent oublié d'ailleurs, comme tout système de domination. Rappelons également la culture de l'échelle et de l'hégémonie, qui peut être remplacée par un autre système. Deux points, la coalition. Quid du fonctionnement en cascade de la compétition pour l'accumulation des ressources? Quid de la hiérarchie sociale du militantisme? Des représentations dans la galaxie militante, des rapports de pouvoir, d'ego, de crédit militant, de culture de la visibilité et de l'attention. C'est vraiment une partie, moi, qui m'intéresse en ce moment et qui m'interroge, cette culture de l'ego, voilà, qui vraiment m'interroge. Comment se protéger de l'épuisement, des attaques à la fois exogroupe mais aussi endogroupe, du burn-out, de l'impuissance apprise, ou encore de la tentation, bien évidemment, du renoncement. Sophie Banks évoquait plus haut et propose également de penser à des moments, en anglais, de return path, c'est-à-dire des moments pour se retrouver via le groupe, avec l'idée d'apprendre à créer des espaces de socialisation militante, sans but. Enfin, comment penser une vision féministe, voire anarchiste, de l'organisation collective? Je cite, accepter la critique, le conflit fait donc partie intégrante d'une culture féministe et démocratique de l'organisation collective et il est urgent de l'adopter. Pour finir, un chapitre est dédié à la question de la binarité, une binarité qui exclut et qui rétrécit les luttes. Il est bien évidemment, en tout cas indispensable, de pointer en effet les schémas de pensée binaires, y compris dans nos collectifs militants. On rejoint ici la nécessité d'une lecture souvent oubliée intersectionnelle des luttes, l'idée que les vécus sont pluriels et donc à travers cela, bien évidemment penser que les chemins de la solidarité sont à croiser avec ceux de l'intersectionnalité. Pourquoi? Pour mieux prévenir les violences, les tentatives de déshumanisation, etc. Alors on rejoint ici ce qu'explique Sarah Schulman dans son ouvrage Le conflit n'est pas une agression, cité ici. Eh bien, Sarah Schulman compare les mécanismes de domination et comportements post-traumatiques. Elle précise que les troubles psychiques, les pensées dysfonctionnelles et les états anxieux sont des facteurs d'intolérance et de domination. Alors Sarah Durieux termine en précisant que la solidarité ne peut se construire que sur la confiance et non sur une méfiance mutuelle. Dans son essai La joie militante, la chercheuse canadienne Carla Bergman, citée ici, explique que, je cite, lorsque la rigidité et la méfiance prennent le dessus, la joie s'éteint. Voilà, je voulais vraiment terminer sur ces mots. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt.